avez des remarques en séance. Oui, je vous ai apporté quelques remarques et points divers. Donc je voulais savoir, comme certains concernent le procès verbal de la commission précédente, si vous voulez le traiter maintenant, et à quel moment vous voulez ensuite traiter les points divers. Sur le compte rendu, mais c'est tout de suite. Alors, sur le compte rendu, je vous avais adressé 4 points, et le point numéro 2 concernant la délibération sur le recul stratégique du trait de côte. J'avais apporté un certain nombre de questionnements, donc j'aurais souhaité avoir les réponses, parce que ça a un impact sur le vote qui a eu lieu lors de le dernier conseil municipal. Alors, le trait de côte. La délibération qu'on avait prise, donc, vous nous dites manque d'informations le jour du vote et absence d'un ex gouvernemental ou préfectoral pour l'inscription de la commune. Ben, écoutez, je vous ai dit ce jour-là que nous avons une recommandation de la Chambre des comptes qui confirme un travail que nous menons depuis les années 2000, M. Chazot, c'est-à-dire que notre prédécesseur Yvon Pradeil avait mis en place le syndicat des communes littorales de la baie des Gomortes, et ça n'est pas pour rien que nous intéressions au trait de côte avant que les services étatiques appellent notre attention là-dessus. Donc, j'allais dire, c'est un sujet que nous nous sommes bien appropriés, avec en plus le projet de construction de certains épis, si tant est que les épis puissent répondre en partie à vos préoccupations. Il s'avère que cette semaine, nous rencontrons la mission gouvernementale ce mercredi, qui vient auditer les communes. Alors, je précise, pour que les choses soient claires, même si le PCI du Pays de l'Or s'est réuni avec les communes de Palavas et la Grande Motte et de Carnon pour discuter d'une éventuelle position commune, ce qui n'a pas été le cas. On n'est pas en opposition. Je laisse le soin à messieurs les maires, mes collègues de la Grande Motte et de Palavas, de juger de l'opportunité de l'inscription dans la liste étatique ou pas. En tout cas, il nous a paru évident dans les travaux que nous menons dans le PLU, dans le porté à connaissance que nous a confié l'État et dans, j'allais dire, l'accompagnement progressif qui va se faire dans le temps. Et vous aurez d'autres informations au prochain Conseil sur cette mission gouvernementale qui vient auditer commune après commune, voir visuellement l'état de recomposition du trait de côte, les solutions, j'allais dire, physiques, et ensuite l'accompagnement financier. Parce que bien sûr, il y a le risque que ce que l'on supprime ne soit pas compensé comme le souhaitent les gens, et ça ne peut pas se faire au gré des décisions municipales. Donc, j'allais dire, le sujet, il est traité à notre manière par le syndicat et par aujourd'hui la communauté d'agglomération dans le cadre de la GEMAPI, dont la taxe va être doublée, vous le savez, la contribution, elle va passer. On avait une recette de 400 000, puisque vous suivez attentivement les débats de l'intercommunalité. On va passer à une perception de 800 000 parce qu'on se décide à faire des travaux significatifs. En dehors de ça, le marché fait que la première ligne, par exemple, à Carnon, est très convoitée et que le maire de Carnon ne peut pas décider qu'on ne va plus construire de maisons parce qu'au motif qu'elles vont s'inonder. Il faut qu'il y ait, j'allais dire, une philosophie générale qui préside à des indemnités, des compensations, et dire que les preneurs doivent savoir ce qu'ils prennent par des actes notariés et surtout par un accompagnement financier dans une recomposition. On a la chance d'avoir, nous, des terres à Moguio. Il y a des communes comme Palavas qui n'ont rien, ou comme la Grande Motte qui n'ont pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de notre part un déficit d'information dans ce vote-là. Si vous voulez, c'est qu'on sait qu'il y a un risque et que ce risque est pointé également par la Chambre des comptes. Et d'ailleurs, vous avez entendu le président de l'intercommunalité rappeler un dernier point l'autre jour, et vous étiez présent dans l'hémicycle, que la Chambre des comptes avait recommandé une vigilance particulière sur le trait de côte et que, bon, on appelait notre attention.
je ne vois pas, j'allais dire, un autre élément de nature à pouvoir influer un vote pour ou contre, M. Chazot. Alors, j'entends votre explication, c'est d'ailleurs comme ça que vous nous l'aviez expliqué lors du dernier conseil municipal. Ce qui m'interroge, c'est que au-delà de ce que vous venez d'écrire, il y a un engagement de revoir le PLU sur 4 ans, donc ça, à la rigueur, ça s'inscrit dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, mais il y a aussi des nouveaux moyens juridiques de droit de préemption spécifique et le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Tous ces dispositifs n'ont pas été présentés la dernière fois, ce qui implique, pour la révision du décret 2022-750, l'établissement de la liste à laquelle vous nous avez fait inscrire la commune, sans douter des préoccupations légitimes sur les effets du réchauffement climatique sur le littoral méditerranéen et en particulier la baie d'Aigues-Mortes que vous avez à juste titre cité, les enjeux démographiques et économiques, y compris patrimoniaux et touristiques, s'opposent à cette démarche. C'est d'ailleurs la position, et vous venez de le dire, de nombreuses communes de l'Hérault, y compris celle de Palavas et la Grande-Motte. Donc dans ce contexte, comment expliquer que ces deux communes disent défendre les intérêts de leur côte au sein de notre agglomération et que Moggio se démarque? Encore une fois, chacun fait comme il l'entend. Il est un fait patent que l'érosion chez nous est menaçante et nous a déjà obligés à repositionner certaines édicules de plage il y a plusieurs années, que le réengraissement à Carnon du petit au grand travers, qui a coûté 10 millions d'euros, en quelques années a laissé la place à un état initial. Ça n'est pas le cas. À la Grande Motte, dont la flèche sableuse se réengraisse avec le sable qui part de Carnon, et à Palavas, ils diligentent des études. Il ne m'appartient pas de commenter ce qu'ils font. Il est évident que la dévalorisation potentielle d'un bien par rapport au fait que le trait de côte recule, ça n'est pas simplement l'interprétation administrative de tel ou tel autre maire, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et la mission interministérielle doit étudier avec les fonds FEDER comment les compensations financières peuvent œuvrer, du style, on peut acheter la maison et faire payer un loyer pendant 50 ans jusqu'à ce que la maison soit amortie, et au bout de 50 ans, la maison n'appartient plus à la personne qui l'a, un petit peu comme c'est un AOT, vous voyez. Il peut y avoir un exercice de substitution lente. Il n'est pas question, dans mon esprit, en tant que maire de la commune, de déposséder des biens dont ils sont propriétaires les riverains des zones qui sont en danger. Pas du tout. En revanche, il m'appartient de les mettre en garde et que le nouveau PLU aujourd'hui travaille, et le nouveau SCOT également, ne peuvent pas ne pas intégrer ce risque de submersion marine. Et j'allais dire, ça serait totalement irresponsable de tourner le dos à cette thématique. Ça n'est pas ce que font mes collègues non plus, c'est pas ce que je dis. Mais les éléments, les soins palliatifs, les soins compensateurs des pertes potentielles ou avérées des possédants des propriétés riveraines du trait de côte sont à l'étude pour un plan qui sera défini au cours de l'année. D'ici la fin de l'année 2023, ils feront le recensement. Et ensuite, en 2024, ils feront des propositions. Donc aujourd'hui, oui, il y aura des propositions de compensation et d'accompagnement financier. On en saura un petit peu plus. Dont acte. Et ça passera devant le Conseil, bien sûr. Bien sûr, ça passera devant le Conseil. Bien sûr, bien sûr. Voilà.